Alors, juste en quelques mots, du coup, je suis originaire d'Angers et du coup, j'ai passé 2 ans là-bas. Ce que je vais vous parler, c'est du coup juste de mon expérience à Amazon. Je vais vous parler de la façon dont ils faisaient du DevOps, mais je ne suis pas un évangéliste fondamentalement, donc je veux juste vous montrer comment ils faisaient et puis vous tirez vos conclusions vous-même. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le lien vers mon blog, je mettrai les slides dessus. Alors, je commence avec juste une petite tranche de BD. Je ne sais pas si tout le monde va la voir, mais je vais juste la commenter rapidement. Déjà, juste une question. Qui dans la salle a déjà entendu parler de DevOps? Ouais. Ok. Et qui croit vraiment bien savoir ce que c'est? Ouais, ok. Bon. Du coup, je vais essayer juste de résumer mon point de vue, parce que c'est quand même un peu flou pour tout le monde. Cette BD elle est assez sympa parce que elle montre un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là, le premier strip, c'est juste de dire être DevOps, c'est de faire des releases, souvent, pour éviter la grosse release qui casse tout et que tout le monde est stressé. Le deuxième strip, c'est que les gens se connaissent, que les équipes elles communiquent et que c'est pas chacun de son côté et on ne sait pas qui c'est qui met en prod quand on est dans l'équipe de dev. Et 2 autres strips. Donc là, c'est essentiellement les métriques, savoir quand le projet est en prod, avoir des retours et pas que ça plante par surprise et que ça casse tout et qu'il faille faire un rollback à la va-vite. Et enfin, préparer le déploiement en amont avec du packaging. Donc, c'est des choses qui peut-être vous évoquent des choses, peut-être que c'est du chinois. Je vais essayer de développer un peu plus, mais je pense que c'est une première approche. Et pour résumer, DevOps, c'est d'abord, l'objectif, c'est casser les silos. C'est vraiment éviter d'avoir des équipes qui sont chacun de son côté, qui font leur truc. Et essentiellement, sur tout le pipeline du dev à la mise en prod, même avant avec le fonctionnel, puis après avec l'opérationnel, d'avoir vraiment une ligne rouge et que tout le monde communique et travaille ensemble. Donc c'est pour éviter les silos. C'est vraiment un rôle transversal. C'est beaucoup d'outils qui sont très utiles et qui sont encouragés d'utiliser. Et puis surtout, ça se rapproche de l'agile. L'agile, c'est quand même quelque chose qui est maintenant assez mature, assez connu. C'est un schéma voilà, qui illustre, je pense qu'il illustre bien que DevOps se veut un peu la continuité de l'agile. On a le développement agile qui vraiment est du développement. On va continuer après avec de l'intégration continue, du déploiement continu. Et puis DevOps, c'est un peu continuer à étendre ça jusqu'à l'opérationnel. Et puis, moi j'ajoute un petit point, c'est pas de moi, mais je pense qu'en plus les citations en anglais c'est pas forcément idéal. C'est juste pour dire que ça vient pas de moi et que d'autres le pensent aussi, c'est de l'empathie, c'est vraiment ça, c'est de la coopération entre les équipes et entre les gens. Donc DevOps c'est ça. Ça fait un peu de la langue de bois, donc en pratique, comment ça se passait à Amazon. Alors, Amazon, c'est un schéma pour voir un peu comment ça... On pense que ça s'organise dans beaucoup de grosses boîtes. Il y en a où c'est plus ou moins le bazar. Amazon, c'est supposé être très hiérarchique. Alors, avant de vous parler d'une journée à Amazon, je veux juste vous expliquer comment, à Amazon, c'est organisé. Et, pardon. En général, c'est des petites équipes. Alors, je viens de m'apercevoir que c'est peut-être pas tout à fait à jour. On va faire un petit F5. Non, je ne pas F5. Super. Merci. C'est des petites équipes, plutôt 4, 7 que 5, 8, avec un manager. Chaque équipe a le rôle de consommateur pour une autre. Donc, ça veut dire qu'en tant qu'équipe, on a des gens qui vont utiliser notre produit, quel que ce soit, si c'est un service ou une API ou quoi que ce soit, ou une base de données. Et puis, vice-versa. Donc, c'est vraiment une chaîne de gens qui vont fournir un service à d'autres et fournir un retour aux équipes qui gèrent les services qu'on utilise. Et puis, une particularité d'Amazon, c'est qu'il y a quand même pas mal d'orientation dans le technique. Il n'y a pas juste des devs et des fonctionnels, ou des managers et des techniciens. Il y a quand même, au sein de tous les ingénieurs et développeurs, beaucoup de choses différentes. Donc ça va de développeurs qui sont plus orientés développement ou opérationnel. Il y a des développeurs qui sont très expérimentés, qui vont avoir une expérience de la mise à l'échelle, parce que Amazon gère un énorme flux de données, et puis beaucoup de machines. Des bar raisers sur lesquels je reviendrai après, et puis des gens qui sont un peu l'équivalent des product owners
dont on parle pas mal maintenant, donc des gens qui vont être dédiés à suivre un produit, alors qu'on va avoir des développeurs qui vont travailler sur plusieurs produits. Donc, maintenant, je commençais un peu journée à Amazon, comment ça se passait. Donc le matin, stand-up, donc ça vient tout droit de l'agile. 15 minutes en équipe, très rapide, chacun dit ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire aujourd'hui et éventuellement le bloc. Et puis on avait en plus un point avec une équipe un peu plus large qui a rassemblé tous les gens de la même rotation pour l'astreinte. Et du coup là c'était un point juste opérationnel pour dire qu'est-ce qui avait pété cette nuit, qu'est-ce qui était prévu de déployer aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui sera d'astreinte la nuit prochaine. Donc, les éléments clés, voilà, c'est assez simple, c'est vraiment être concis, écouter les autres, et puis vraiment faire un stand-up de ça, c'est un concept assez intéressant pour vraiment limiter tout ce qui est administratif au minimum. Donc, je vous inviterai à plus vous renseigner sur le concept, c'est assez intéressant, c'est pour limiter la durée des réunions et ce genre de choses. Ensuite, donc, une fois les stand-up finis, un peu de développement. Donc, pour vous donner une idée, à Amazon, en général, la plupart des serveurs de prod, c'était du Red Hat, et côté développeur, c'était pas mal de Ubuntu, un peu de Mac. En général, tout le monde se connectait en SSH après à des serveurs Red Hat. Il n'y avait pas d'IDE, je trouve jamais la traduction en français recommandée, du type Eclipse ou PyCharm. Il y en avait, mais il n'y en avait pas qui était imposé. Par contre, tout le monde devait à un moment ou à un autre utiliser la ligne de commande. CLI, c'est la ligne de commande. C'est vraiment un point où on ne pouvait pas échapper pour tout ce qui était l'utilisation de Git, qui était vraiment partout, et puis même pour tout le reste, pour les déploiements, SSH et compagnie. Jira, donc, qui est aussi connu, je pense, ici pour la gestion de sprint, la gestion de tâches, et puis les codes review systématiques, parce que... zut. Je crois que le slide se fera sans image. Non, bah tant pis. Non, bah tant pis. Bon, désolé, ce sera un peu moins joyeux. Là, il y avait une image qui disait que la meilleure mesure d'une qualité de code, c'était le nombre de what the fuck par minute. En général, quand il n'y a pas trop de what the fuck par heure, c'est que c'est bon signe. Quand ça commence à être trop élevé, c'est bon signe. Si vous voulez les jolies images, je les mettrai en ligne. Alors, ensuite, c'est la gauche. Donc, au bout d'un peu de dev, on imagine, c'est assez caricatural comme journée, j'ai un peu essayé de tout mettre d'un coup. On commit. Et donc là, à Amazon, il y avait quand même un pipeline une infrastructure assez poussée. Donc, le côté serveur, dès qu'il y avait un push, il y avait le package builder qui allait packager du coup le nouveau commit dans le repository, tester tous les tests unitaires, et en plus après, c'était déployé sur les machines pour lancer les tests d'intégration. Et enfin, on avait quelques machines de test une fois que le code était validé pour pouvoir le tester en live. Donc là, c'est vraiment pour faire un petit point rapide. Ça sert à rien que je vous en parle de toutes ces choses-là, mais c'est pour vous dire que ce qu'eux ils faisaient à Amazon avec beaucoup d'outils qu'ils ont développés en interne, maintenant on peut trouver ça dans le monde de l'open source. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais qui est vraiment super simple d'utilisation et génial. Ça permet de faire des checks avant de committer. Donc, au moment où vous committez, si vous faites en ligne de commande, vous allez juste avoir un message qui vous dit « Ah, vous avez oublié un CRLF, le caractère de fin de ligne qui est sous Windows. » Donc, il va vous arrêter le commit et vous dire « Vérifiez ça avant de committer. » C'est très simple d'utilisation et on peut vraiment customiser avec tous les checks que vous voulez pour toutes les technos. C'est juste un fichier YAML qui va mettre dans un repository Git. Donc, c'est vraiment très pratique. Ensuite, il y a tout ce qui est gestion du packaging. NixOS, c'est vraiment très intéressant. Bon, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà connues, mais je vais parler aussi d'autres alternatives pour tout ce qui est intégration continue. Et puis, là, c'est tout ce qui est automatisation, tests d'intégration sur des instances live de sites web. Donc, tout ça, c'est faisable. Ça prend du temps à mettre en place. Ce que je vous parle, c'est quand même une énorme multinationale, donc c'est pas forcément applicable à toutes les boîtes, mais il y a des choses qui sont là qui peuvent être utilisées. Bon, alors on imagine, je suis en train de faire du dev et puis il y a un collègue qui m'appelle,
il y a un ticket dans la file de tickets qui est urgent et du coup il faut le résoudre rapidement. Donc il me demande de jeter un œil. Donc là, très rapidement, en général, on avait des runbooks dans le wiki, donc très important, on avait écrit, la dernière fois que quelqu'un s'est confronté à ce ticket, il avait pris le temps d'écrire ça quelque part dans le wiki, comment résoudre le problème. Ça gagne beaucoup de temps et ça permet d'avoir beaucoup de traçabilité. Si jamais c'est quelque chose de nouveau ou d'un peu biscornu, on SSH sur la machine, on examine les logs, on fait vraiment de l'investigation, c'est le côté fun, on joue au détective. Et puis, alors là, juste à titre personnel, c'est très utile de mettre un maximum de détails dans les tickets quand on les traite. Ça permet beaucoup de choses, y compris faire des recherches par mots-clés plus tard, y compris que la personne d'après qui va travailler sur le ticket, elle aura beaucoup de contexte, c'est utile. Et puis même parfois, juste écrire par écrit ce qu'on a dans la tête, c'est « Ah, peut-être qu'en fait, le problème, ça fait réfléchir. » C'est comme la technique du canard en plastique, ça fait réfléchir d'écrire. Parfois, trouver la solution. Bon, pause du midi. Ensuite, donc là, j'imagine que j'avais un déploiement de prévu dans l'après-midi. On avait parfois des conférences préventives avant les déploiements qui sont à risque, ou qui risquent de péter tout. À ce moment-là, ça se fait par audio. J'ai une hantise parce qu'au début, j'étais pas du tout bon en anglais, et du coup, faire une conférence audio avec des types qui sont complètement anglophones, c'était un peu chiant. Donc je comprenais pas toujours tout. Mais je pense qu'en français ça passerait mieux, et puis c'est quand même pratique d'avoir quelqu'un d'expérimenté au téléphone qui vous dit est-ce que vous avez pensé à vérifier ci et ça avant de faire le déploiement. Donc si jamais c'est refusé, ça revient tous les 2 jours, on corrige le CM et puis on refait la validation. Le CM c'est juste c'est pour Change Management, c'était juste un runbook, donc après, un truc qui était vraiment chouette à Amazon, on avait aussi régulièrement, on prenait part au processus d'entretien pour recruter des gens. Donc pour vous décrire rapidement, le processus, c'était un exercice de code sur 24 heures, que la personne avait réalisé en 24 heures. Quand c'était bon, après il y avait un entretien téléphonique, et quand il validait ça, on invitait la personne sur place pour 5 à 7 entretiens dans la journée. Et c'était des développeurs qui faisaient passer les entretiens, sachant qu'il y avait une réunion de 15 minutes de débrief avant, de pré-brief, et puis après un débrief complet où tous les gens qui avaient rencontré la personne discutaient ensemble, avec chacune qui avait des compétences assignées à évaluer. Donc une compétence technique, 50-50, une compétence plus autre que technique. Et donc là, j'en ai mentionné rapidement, il y avait une personne dont le rôle c'était spécifiquement d'animer les réunions et d'organiser un peu cet entretien et cette phase d'entretien. Elle accueillait la personne sur place et puis c'est elle qui organisait un peu les délibérations, voir un peu les retours des gens. Et après, du coup, le manager donnait la décision finale. Alors, ça c'était un truc intéressant, c'est que pour en avoir discuté avec pas mal de collègues, le processus de recrutement est tellement dense que les gens recrutés, ils avaient souvent l'impression d'avoir été un peu choisis, donc assez flattés, assez motivés surtout au début, mais aussi il y avait un peu un syndrome de l'imposteur où j'ai discuté avec plein de gens Amazon qui se croyaient en dessous du niveau moyen en fait. Parce que tout le monde a l'impression que c'est très dur, ça l'est pas forcément tant que ça, mais le processus fait que ça a l'air vraiment intimidant en fait. Donc voilà, enfin, le déploiement, donc très important, les déploiements ils sont faits, il y a aussi une infrastructure derrière pour être atomique et réversible. S'il y a quelque chose qui casse, on revient à la phase d'avant. La philosophie, donc ça c'est vraiment tiré d'un truc spécifique un peu à Amazon, mais c'était de limiter la configuration au maximum pour éviter la configuration L, donc l'horreur de devoir gérer plein de configurations sur plein de machines différentes, donc vraiment essayer de limiter ça. On met une suppression d'alarme parce qu'il y avait beaucoup d'alarmes pour détecter les problèmes. On lance le déploiement, puis on suit le runbook. Et là, bon, forcément, on imagine que ça se passe mal. Donc, il y a un ticket qui est généré. Donc, il y avait vraiment... donc là, par exemple, il y avait un chatbot qui va vous prévenir attention, vous avez cassé quelque chose. Donc là, ça devient la priorité. On annule le déploiement, on fait le rollback, on essaie de détecter ce qui s'est passé.
Là, j'ai mis rapidement qu'il y avait quand même plusieurs niveaux de sécurité. Les niveaux 1 et 2, c'était quand le site d'Amazon Web Services, par exemple, était pété. Donc là, c'est critique. Là, il faut vraiment agir. Et du coup, il y avait une équipe dédiée pour gérer ce genre de situation. Les post-mortem. Donc les post-mortem, c'est quand il y a un événement de sévérité d'importance suffisante, on prend le temps, dans les jours à suivre, de revenir dessus et de se poser 5 fois la question pourquoi. C'était surtout ces techniques qui étaient employées. Ça, c'est d'autres techniques qui sont utilisées ailleurs. Pourquoi c'est arrivé? Donc, récursivement, bon, pourquoi le site était plus accessible? Ah, c'est parce que la base de données était morte. Pourquoi la base de données était morte? Ah, c'était parce que... On continue comme ça jusqu'à ce qu'on trouve des solutions concrètes à mettre en œuvre. Et la conclusion du post-mortem, c'est vraiment de prendre des actions pour éviter que ça se reproduise. Voilà, donc fin de journée, on imagine qu'il me reste du temps pour faire du dev. Et imaginons que je fais d'astreinte, du coup, je prends le pager et c'est fini. Alors, petit bilan, juste pour vous donner mon retour personnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients, c'est un peu comme tout. Personnellement, je trouve que c'était bien parce qu'il y avait un énorme esprit d'équipe. On avait tous des activités assez liées et du coup, ça soudait vraiment beaucoup de se retrouver à être tous parfois d'astreinte et à tous devoir se retrouver parfois à 2h du mat à débugger un truc qu'on ne savait pas comment ça marchait. Au final, du coup, ça fait que toute l'équipe est plutôt soudée dans la détresse et quand ça va bien. Donc c'était plutôt chouette. Plus de responsabilités, ça c'est vrai que c'est motivant. Et puis, tout ce qui va être appropriation du projet, enfin, ça c'est toujours lié à la motivation, mais c'est assez vrai. Ça développe aussi beaucoup le partage de connaissances au sein de l'équipe. Si jamais ça diminue le bus factor, c'est-à-dire si une partie de l'équipe se fait renverser par un bus, le projet peut continuer. Clairement, on était tous, si on avait un nous qui partait, les autres étaient capables de prendre le relais. C'était vraiment efficace. Et puis du coup, voilà, variété dans les choses qu'on faisait. Le problème, comme vous avez pu le voir, c'est que là, dans la journée, il y avait peut-être 2 heures pour du dev. C'est quand même pas énorme. Et c'est très difficile, surtout, de se réserver une plage de dev. C'est encore autre chose, mais on n'est pas efficace à faire du développement en général qu'1 heure par-ci par-là. Et c'est plutôt bien d'avoir du temps pour ça. Donc, il y avait des choses qui étaient mises en place pour essayer de se dédier des journées plus axées dev dans la semaine, mais c'est un problème quand on cumule toutes les responsabilités, toutes les casquettes. Le besoin de formation, en général, c'était sur le tas, mais ça se faisait parfois ressentir et normalement, il faut prévoir le temps de se former à ça et aux différentes casquettes qu'on ne maîtrise pas forcément. Plus d'interruptions, et puis enfin, ce que j'ai mis, c'est le rôle bâtard, c'est qu'on va avoir ce côté un peu hype de faire à la fois du dev et de l'opérationnel, mais dans les faits, on était souvent évalué déjà que sur notre casquette, sur une des casquettes, donc on va te dire en fin d'année, ah bah t'as fait quoi en dev? Ah t'as fait que ça? Mais ouais, mais bon, c'était 50-50 et c'est pas toujours pris en compte. Et puis de manière générale, c'était pas, vu que c'est quand même une philosophie assez récente, c'est pas toujours bien compris par tout le monde. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop passé. Si vous avez des questions, je serais ravi de répondre. Merci. Tu avais des contraintes importantes en termes de normalisation de code? Comment ça se passait? Oui, c'est une bonne question. Déjà, code review oblige, on avait toujours quelqu'un qui relisait notre code, donc ça forçait, c'était une des raisons majeures pour forcer la qualité de code. Et on avait aussi des checks qui étaient intégrés pour vérifier le style de code. Ça dépendait des projets, des langages, mais quand c'était possible, du static checking, vérifier les erreurs bêtes qui arrivent. Et j'oublie sans doute quelque chose, mais il y avait déjà ça en tout cas. C'était sur le tas, quoi. T'as pas eu une sorte de gourou un peu dès le départ non. qui t'a donné le droit chemin, quoi. Non. Une bonne remarque aussi à faire, c'est que c'était des code review, donc pas review board, donc pas ordi interposé. Ça a des avantages, mais il n'y a pas non plus le côté tu t'assois à côté de quelqu'un et tu parles de ton code. Donc les deux approches sont intéressantes, je pense. Vas-y. Justement, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu parles beaucoup, enfin, tu présentes bien que tu n'as pas beaucoup de temps pour coder.
Et je me demande comment ça peut être vu par les non-codeurs, justement, parce que souvent, du coup, ça va sûrement prendre beaucoup plus de temps pour une nouvelle fonctionnalité ou faire le moindre truc. Donc, tu as parlé vite fait que c'était pas trop compris des fois. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus là-dessus sur Ouais. Non, mais en fait, c'est juste que je vois pas comment. Enfin, souvent, les mecs qui sont pas dev, tu leur dis bah non, bah ça, je vais mettre 3 jours, alors qu'eux, ils se disent bah non, attends, il y a juste ça à changer, là, ce petit mot, là, ça va prendre 5 minutes. Alors, j'ai l'impression qu'avec cette organisation-là, ça sera encore plus poussé, quoi, ce sentiment-là. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a aussi une partie de mon expérience qui est spécifique à mon équipe. Je pense que nous, dans notre équipe, on n'était pas très bons sur tout ce qui est gestion de sprint. Je pense que c'est important d'avoir le côté, on identifie des features qu'on veut faire, on essaie d'estimer le temps qu'il faut, et surtout quand il faut estimer, faire du chiffrage, prendre en compte tout l'aspect DevOps qui va nous tomber sur la tronche, et notamment l'improbable. Donc ça aide pas, c'est clair. Après, il y a les avantages et les inconvénients. Je connais d'autres boîtes qui alternent. Du coup, parfois, elles font 2 semaines de dev pur, puis après, elles vont faire du DevOps. Donc ça permet peut-être d'avoir plus de consistance, enfin, le temps dédié au développement. Et comme tu demandais, là, le point de vue des autres, bah, au final, vu que tout le monde était plus ou moins DevOps dans l'équipe, tout le monde était dans la même galère, quoi. Donc quand toi tu vas faire du dev, la personne qui est plus avec un profil Ops, elle va préparer les déploiements, préparer des scripts d'automatisation, faire de la gestion de base de données, ce genre de choses. Donc tout le monde était aussi évalué sur d'autres choses que l'aspect opérationnel, et du coup c'était jamais facile pour tout le monde de trouver du temps pour faire ça, quoi. Voilà. D'autres questions ? Merci Lucas.